Je m'appelle Aline Farès. Je travaille principalement sur le sujet des banques et de la finance et depuis quelques années sur la financiarisation du logement, ses effets, et je milite pour le droit au logement à Bruxelles. My name is Manuel Albers. I'm a professor of human geography at KU Leuven, University of Leuven, where I lead a research group where we look at the intersection of real estate, finance and the state. En fait, je travaillais dans une banque pendant pas mal d'années et puis j'en suis sortie un peu après la crise financière de 2008. Et à ce moment-là, j'ai rejoint une ONG qui tentait d'intervenir dans la réglementation financière européenne. J'y ai passé un peu plus de 4 ans. Je suis sortie de là relativement désabusée. Et à ce moment-là, je me posais la question de comment est-ce qu'on peut engager en fait les mouvements sociaux en premier et puis les gens en général sur ce sujet-là, puisqu'on avait vraiment manqué de mobilisation sur le sujet de la réglementation du secteur financier. C'est là que j'ai commencé à avoir envie de faire le lien entre les enjeux de société, ce qui vraiment touche au quotidien de chacun et de chacune, et la finance. Donc la finance et ses dérives, la finance et ses crises, le coût qu'on paye, en réalisant que de toute façon on ne peut pas vraiment contourner les acteurs bancaires et financiers et que leurs activités ont un impact sur nos vies au quotidien. Et le logement, c'est un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé en analysant ce que c'était que la financiarisation du logement, notamment grâce aux travaux de Manuel, et en essayant de comprendre quelles étaient les mécaniques, en quoi tout le capital accumulé qui passe à travers le système financier a un impact sur nos logements, parce que ce capital, il cherche à s'investir en permanence et ça change en fait nos existences. Okay, yeah, financialization is something that starts to be discussed around the 1980s. People start talking about how finance gets a bigger role in economies and later on in societies at large. And the concept wasn't really picked up until the early 2000s, so 21st century. And at that time, I was originally studying discrimination in housing markets. And I realized if I wanted to understand how discrimination takes place in mortgage markets, that actually I had to understand how financial markets work. So I started to look in the workings of financial markets. And then I came to a realization that basically as urban planners, geographers, sociologists, we think about housing, but we don't really understand many of the mechanisms behind it. We think about the buildings, we think about the people in them, but very little about how the financing is done. This is almost like a black box. And of course, it isn't necessarily a black box because economists look at this issue. So I started to look at this through the lens of financialization, which basically developed as a concept outside mainstream economics. There were sociologists, anthropologists, but also some non-mainstream economists who were using that in all kinds of different fields to understand how finance was in a way taking over other parts of the economy. That you could say always were relying on finance, and as I said, housing is always relying on finance, but it became so dominant that they needed a different term rather than just saying it's housing finance. No, there's financialization wherein financial motives, financial reasoning become dominant in how housing markets are organized. So the financialization of housing is a process whereby finance becomes more important in how housing is being produced, how housing is being rented out, how housing is being owned. The two principal forms are financialization through mortgage markets, whereby people get bigger and bigger mortgages to finance more and more expensive houses, and then those mortgages are increasingly being resold in secondary markets, which tend to be global investment markets. The other main part of the financialization of housing happens through rental housing, and this is where corporate landlords, some of them real estate investment trusts, others private equity funds like Blackstone, come in, often with money coming from Wall Street or being channeled to the City of London, and come in and buy up large portfolios of housing and thereby bring up the rents of those housing units. So the effect of the financialization of housing is that prices go up both in ownership and in rental housing. Il
y a une chose qui a été très frappante en 2008, c'est que le premier effet qu'on a vu, le premier effet concret de la crise financière qu'on a vu, c'était les évictions, c'était les expulsions. Aux États-Unis, en Espagne, dans les pays de l'Est de l'Europe. Donc ce moment a été très important à ce niveau-là, de réaliser à quel point la finance avait un impact direct sur nos logements. Et puis la crise de 2008, elle a aussi mis en exergue les pratiques financières qui font qu'il y a un lien entre les marchés financiers au niveau international et une situation locale, une réalité locale dans un quartier, dans une ville, dans une région du monde. C'était très frappant de voir à quel point un système international a un impact local et en retour, une réalité locale peut ébranler tout un système, tout ce système international de circulation du capital à l'intérieur des institutions financières. Donc en ça, le moment de la crise de 2008, il a été vraiment très révélateur des mécanismes de la financiarisation du logement. Yeah, I think the crisis, the financial crisis of 2008 is becoming a big moment because people around the world start realizing how much housing is actually tied to finance. And in the past, you would have local housing crises. It's not uncommon for housing prices to go down and to go down a lot. But if that would happen in Belgium, it was very unlikely to happen in the Netherlands at the same time. If it happened in a big country like the US, it might happen in New York, but not in California. But what started happening in the years before the financial crisis is that housing markets became much more connected to each other. And one of the ways through which that happens is securitization. But it's basically a mechanism that starts tying together local housing markets through the financial market. It would be nice if the savings from one place could go to the other one, or pension funds have a lot of money. It would be nice if they can invest somewhere where the money is needed. This, in a way, you could say is quite useful, that money can actually flow to places where it's more needed. And many people would say, like, well, home ownership in itself is not a bad thing. It's good if we could support that. But once you start doing that, you start actually connecting the housing and the financial markets of different countries to each other. And once you start doing that, you're no longer spreading the risk. You're actually making sure that all these risks are not being spread out. They're all being concentrated, whereas the risk in one place could then affect the risks in other places. So that is, in a way, how in 2008 this became a big thing. And I think a lot of people in many places started to realize there was something going on, and there wasn't the right name for it. And I think financialization sort of took that place as being like, okay, if we want to understand that, this could be a useful concept. There could be other ones, but me and many other people thought this could be a good one to understand this. So I was just mentioning this process by which mortgages in different countries are tied together. So this happens through something we call securitization. What happens with securitization is that basically a portfolio of mortgages is being sold from a bank to an investor. And you have to imagine, if you give out a mortgage as a bank, if you give out a mortgage loan, you get the right each month to get a little bit of interest. People pay off the loan a little bit. So this happens thousands and thousands of times. So the bank has these rights to thousands and thousands of financial streams coming in each month. So what the banks do, they bundle all these rights together and they sell them often to an investment bank. Could be other types of institutions, but let's call the most important one investment banks. And these investment banks then resell these rights into global financial markets to investors. But the important thing is here that this securitization in a way takes place at the global level. Most mortgage lenders are still national. If you look at the Belgian mortgage lenders, most of them are Belgian. Some of them indirectly might have a French or a Dutch owner, but it's still very much this part of Europe. If that's true for most Western countries, most of the big lenders are national. But this reselling of the securities happens globally. When securitization was still a relatively small thing in Europe, already European pension funds, but also some European banks, were buying up securities in the US. So even in countries where securitization is not a big thing, it may still indirectly be a big thing because these institutions buy up securities, for instance, from the US. And originally this was quite a small thing in Belgium. Same for France. The Netherlands and the UK were already much bigger markets within Europe.
But then interestingly enough, after the global financial crisis of 2008, it's where we start seeing the first growth, really, where securitization becomes a bigger thing in countries like Belgium and France. Le phénomène de la titrisation, en fait, c'est vraiment quelque chose que les banques aiment et qu'elles arrivent à vendre au pouvoir public au point d'obtenir des réglementations qui encadrent ça et qui légitiment cette activité. Pourquoi? Parce que ça leur permet de sortir des crédits de leur bilan et de reprêter. Et donc ce qu'elles racontent au pouvoir public pour vendre cette idée de la titrisation, c'est si on se débarrasse d'une partie de nos crédits en les revendant sur les marchés financiers, eh ben, on pourra reprêter et ainsi soutenir l'économie locale, continuer à financer la croissance, la production, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'elles vont continuer à développer les mêmes activités et notamment continuer à alimenter le marché du crédit hypothécaire, à alimenter le marché du crédit immobilier. Au point qu'aujourd'hui, on a des alertes de la Banque nationale de Belgique sur les banques, parce qu'il y a risque de surchauffe en fait, et de risque d'explosion de bulles. On le voit, le fait que le crédit hypothécaire gonfle, et soit octroyé très facilement par les banques, eh bien ça fait que plus de gens achètent, donc ça soutient la demande pour des achats de logements, et donc ça fait augmenter les prix, et du coup ça fait des crédits qui sont plus élevés, et le truc n'en finit pas de grossir, quoi. Je vais juste donner quelques chiffres. En Belgique, en 2018, fin 2018, les banques avaient un stock de 185 milliards de crédits. Parmi ceux-là, il y avait 160 aux particuliers, aux ménages. Parmi ceux-là, il y avait 160 milliards de crédits hypothécaires. Ça veut dire presque 90% des crédits aux ménages, c'est des crédits hypothécaires. En 2021, le total des crédits aux ménages, il était à 226 milliards. Donc ça veut dire mi-2021. Ça veut dire qu'en 2 ans et demi, on a une croissance de plus de 20%. C'est vraiment énorme en fait. Et parmi ces 226 milliards de crédits aux ménages, il y a 200 milliards qui sont des crédits hypothécaires. En Belgique, aujourd'hui, les banques continuent de titriser les crédits. Ce n'est pas une vieille pratique qui a été abandonnée suite à la crise financière. Ça continue et maintenant, tout ça, c'est encadré par des réglementations. Et donc, à chaque fois que les banques produisent du crédit hypothécaire, produisent du crédit en général, il y en a, donc aujourd'hui on l'a vu, un peu moins de 20% qui va être envoyé sur les marchés financiers. Et ça va permettre aux banques de reprêter derrière et de continuer à alimenter le marché immobilier et potentiellement la bulle immobilière et surtout la hausse des prix des logements. S'il y a beaucoup d'acheteurs, s'il y a beaucoup de capital, s'il y a beaucoup d'argent pour acheter des logements, quelle que soit la destination du logement, que ce soit pour y habiter ou pour le louer ou pour juste placer de l'argent en trop en attendant, en spéculant sur le prix du logement par exemple. Donc quelle que soit la raison pour laquelle on va acheter, plus il y a d'argent pour acheter ces biens, plus il y aura de demandes et plus les gens qui vendent vont être tentés ou incités à vendre plus cher. Donc c'est ça qui produit les hausses des prix d'achat, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de demandes par rapport à une offre potentiellement. Mais enfin, il y a beaucoup de demandes. Et cette demande, elle est notamment gonflée par le fait que le crédit hypothécaire est facile d'accès. C'est-à-dire que les banques prêtent, déjà les taux d'intérêt sont bas, mais elles ont aussi en tout cas des critères d'octroi de crédit qui font qu'elles prêtent davantage qu'avant en crédit hypothécaire, en montant, en nombre de crédits qu'elles octroient. Mais en gros, on a une poussée, c'est-à-dire que de plus en plus une frange de plus en plus large de la population se voit potentiellement offrir un crédit hypothécaire par une banque et serré dans la logique du crédit. Hein, et du coup, tout cet argent qui est créé par les banques d'ailleurs, par le crédit, eh bien, il est déversé sur le marché immobilier. Et donc ça soutient la demande et ça conduit à des hausses de prix. Et au bout d'un moment, juste quelques années en général, alors ça, je n'ai pas exactement les données, mais ça a un effet sur les loyers. Parce que des propriétaires qui achètent un bien pour le louer, pas pour y vivre, pour le louer, donc des gens qui sont dans une logique de propriété de rente,
et pas de propriété d'usage, eh bien, les gens qui cherchent à louer, s'ils ont acheté plus cher, eh bien, ils vont demander des loyers plus élevés pour rentrer dans leurs frais et faire un bénéfice sur leur achat. I think the problem is that mortgage markets start to lead their own life and become so important that at some point it becomes the only option that people have, that they need to get a mortgage. So if you have the opportunity to buy a house with a mortgage, people would want to do that because there's no good alternative. And then people say, well, then it's great that the mortgages are there and we only need to get bigger mortgages because the houses are getting more expensive. So the banks need to give bigger mortgages and then we can buy housing. And then the next generation is going to be the same story. They say the houses are so expensive, we need even bigger mortgages. But people then think like, oh, the housing prices are high and the result is that we need bigger mortgages. But the actual chain of events in a way goes the other way around. Because there's so many mortgages available, people are taking out the mortgage and then are able to get a more expensive house. So they're bidding up the housing prices because so much funding is available. But then what people don't realize is that if this doesn't just happen to you, but if this happens to everyone, that means that everyone is just bidding up the same housing prices. If there's an abundance of housing, you can say like, well, that doesn't really work. But in most housing markets, especially in most cities, there's not an abundance of housing. So if the people at large are able to get bigger mortgages, it just means that they are starting to use those bigger mortgages to bid more, to pay more for existing housing. So you're just driving up the housing prices. We have these investment funds, and most of them are organized according to a certain legal standard, which is called a real estate investment trust. So they're often called REITs. Some people say REITs, but most people would say REITs as an acronym. And these started in the United States in the late 1960s. They were heavily lobbied for. They were introduced, and why were they lobbied for so heavily? Because like securitization, they became a vehicle to put finance into housing. And whereas with securitization, mortgages were being bought up and you get that right to the funding coming out of the mortgages every month. In a way, with these REITs, it works quite similarly. You get the rent each month. So the principle in itself is quite similar. Of course, it's a different way it's organized because you don't buy up a mortgage, you actually buy the housing, but then this trust buys the housing and then other people invest in this trust. But one reason why they're so popular is because they have tax advantages. So they have tax advantages that I wouldn't have if I would want to rent out an apartment. So some people say like, well, it's just another type of landlord. Does it really matter? Yes, it does really matter because they have tax advantages that other landlords don't have. The other thing is that they bring in capital, often from abroad. Again, a lot of it is pension fund capital that comes in, often indirectly. And traditionally, most of them were focusing on offices, some of them were investing in malls, and it's become more and more common to invest in housing. And some of the biggest growth is not in the office ones, it's in the residential ones. So the biggest REIT in the world is called Vonovia. It's based in Germany and it owns close to 500,000 houses, which means it's also half a million houses. Yeah, I just have to say it again to also realize myself how many it is. So that makes it the biggest landlord in the world. So some people say like, well, these REITs, they're not that big in Belgium, they're not that important. Globally speaking, they're big, and there's no reason to assume that the Belgian market wouldn't grow. Vonovia, this one that owns, I think it's 450,000 units roughly, has already been expanding into Austria. It's been expanding into Sweden. It's mostly buying up former social housing. A lot of it that is supposedly staying affordable, but of course it's now a commercial landlord who has a different interest, so they will still try to hike up the rents. They already have a joint venture with a government bank in France. They've already said openly, we want to expand in the Netherlands. So if you just go to the neighboring countries of Germany, you know at some point Belgium will also be up for expansion. And so it's not just ones that are in Belgium, it's actually foreign ones that can also start expanding in Belgium and may want to invest here. So a lot of people say like, well, we don't need to worry about it too much because it's so small. That's what they thought in Germany. And now in Germany, a few million housing units are owned by these REITs
because this happens in a few years and the regulation is already in place, so there's nothing to stop them. Ouais, donc au-delà du crédit hypothécaire et des effets de la titrisation sur les volumes de crédit hypothécaire, il y a aussi tout un tas de mécanismes qui en fait ouvrent le marché du logement d'une ville comme Bruxelles, par exemple, aux capitaux, d'habitants de Belgique relativement riches, capitaux de fonds d'investissement, capitaux qui viennent de Belgique, d'Europe et qui peuvent venir du monde entier en fait. Parmi les mécanismes qui existent pour ça, il y a ce qu'on appelle les SIR en Belgique, les sociétés immobilières réglementées. Il y en a 17 qui sont cotées à la bourse de Bruxelles. L'idée de base, c'est un fonds, c'est-à-dire une boîte dans laquelle on va récolter du capital de gens qui en ont en fait. Ce fonds, donc tout l'argent qui est dans cette boîte, est géré par des spécialistes qui vont prendre des décisions d'investissement. Et leurs décisions d'investissement, ça va être des achats immobiliers qui vont ensuite être mis en location. Il y a une société, une de ces SIR, qui est spécialisée dans les cotes étudiants. Et il y a une autre qui est spécialisée dans le logement, qui s'appelle Home Invest Belgium. Et puis il y en a encore une autre qui est spécialisée dans les agences immobilières sociales, enfin dans l'investissement pour des agences immobilières sociales, c'est-à-dire qu'ils vont acheter du logement pour qu'il soit loué à des prix proches du logement social. Et d'ailleurs, c'est très problématique ce sujet-là parce que c'est en gros la rentabilité de cet investissement pour les gens qui ont leur argent dans cette SIR spécialisée dans le logement à caractère social. Elle est garantie par des subventions publiques dont bénéficient les agences immobilières sociales et les loyers que payent des gens en situation plutôt de précarité. Donc bon, ça pose plein de questions. Mais de manière générale, le mécanisme de la SIR, c'est ça. En fait, elle fonctionne un peu comme des portes d'entrée de capitaux internationaux qui arrivent via la bourse et qui se déversent sur des marchés comme le marché bruxellois, mais tout le marché immobilier belge. Et ces SIR peuvent aussi investir à l'extérieur. Mais il y a comme ce tuyau, cette courroie de transmission, cette ouverture qui est permise par ces mécanismes financiers. You also have to think, if you're a pension fund, you want to put your money into something that's low risk, but still has some return on investment. So traditionally, pension funds like to put their money in government bonds. Well, if you now put your money in government bonds from any EU country, you're getting virtually nothing. You can put your money in a select number of stocks. You might get a decent return on investment, but there's only some stocks you can invest in. So what else can you put your money in? You can put it in real estate. So then if in real estate, if the rating agencies that have to approve sort of investments, put it a little bit easy, they say this is relatively low risk, but the return on investment is 5%. That's not super high, but it's still much higher than a government bond. If a government bond is 0% and this gets you a return on investment of 5%, that's golden in this market. So it's very attractive for pension funds to put their money in there. So there's a constant push for these REITs to expand into new markets, which could be a new market like Belgium. It can be a new market like going into apartments. It can be a new market to go into elderly homes, student housing. So in different countries, you see this developing in different ways. Il faut voir aussi que les investisseurs, donc que ce soit des institutionnels, c'est-à-dire le type d'organisme que Manuel a cité, des fonds de pension, des sociétés d'assurance, des banques ou tout type de fonds d'investissement comme les REITs, qu'on appelle les SIR en Belgique, eh bien, toutes ces structures d'investissement ainsi que les gens qui ont beaucoup de capital, qui ont trop d'argent en fait et qui ne savent pas quoi trop en faire, eh bien, ces investisseurs, ils ont, dans des périodes de crise ou d'incertitude ou de grands chamboulements ou d'avenir incertain, comme celle qu'on traverse et qui va durer on ne sait pas combien de temps, eh bien, ils ont ce comportement d'aller chercher ce qu'on appelle des valeurs refuges. Ils nous ont volé ce mot,
refuge. Et les valeurs refuges, ça va être typiquement, alors on entend souvent parler de l'or, hein, mais finalement c'est un peu anecdotique dans l'affaire. Il y a l'or, mais il y a les bons d'État, donc la dette publique, et ça tombe bien en ce moment, tous les États s'endettent dans des quantités astronomiques, donc ça produit beaucoup d'opportunités d'investissement. Ça fait des endroits qui ne rapportent pas, mais qui permettent de garder son capital excédentaire en sécurité et qui a d'autres avantages. Et puis l'immobilier. Et l'immobilier, ce sont des quantités énormes d'argent du coup qui sont déversées grâce à toutes les opportunités offertes par ces mécanismes sur les marchés immobiliers et qui viennent financer de la construction nouvelle par les promoteurs qui n'en finit pas. Donc dans des périodes mouvementées comme maintenant, c'est presque comme une accélération de la production immobilière qui se produit parce que les quantités de capital accumulées vont se déverser là. Et on pourrait aussi parler du fait que ces quantités de capital accumulées, elles sont alimentées par les structures financières qui produisent de l'inégalité de patrimoine, par la façon dont on a sauvé le système financier en 2008, en 2011, en 2020, par les déversements d'argent qui proviennent des banques centrales. Donc en gros, il y a une poussée du capital qui est monstrueuse et qui en plus cherche des débouchés de type valeur refuge. Et ça arrive dans le logement notamment. It is great to have more houses. So some people say, this is great. More investment in housing means that there's going to be more houses and the prices go down. So this is not the case. First of all, a lot of these investments go in existing housing. Securitization is about houses that are sold, whether they're new houses or existing houses. Most of them are existing houses that are being resold. Even if they are new houses, the securitization is already there. It happens after the mortgage has been given out, so it doesn't necessarily stimulate the house building. If we look at the REITs and other sort of big landlords, some of them fat with global capital, investing in housing, many of them buy up existing housing. So if I look at this big one in Germany, 450,000 housing units, except for a few thousand units, this is existing housing. So they're not necessarily investing in new housing. Some of the REITs that specialize in things like student housing and elderly housing, some of them are building new housing. But most of the REITs that are investing in apartment buildings, not exclusively, but they tend to invest more of their money in existing housing. So if you put your money in existing housing, it just means that they think they can make more profit on that housing than the existing landlords. So they might be right about it, they might be wrong about it, that's in a way irrelevant, but what the effect is, that if they pay more money for it, they would want to charge higher rents because they want to make their investment back. This is almost like the principle of how investment would work. If you invest in something, you want to make that investment that it produces money for you. So if they think it's worth more to invest in housing, they probably will make sure that the rents go up. So in the end, tenants will pay a higher rent. Then again, some of them, as I said, will be investing in new housing. There is all kinds of investment also from banks going to development companies, to construction companies. But even there, it doesn't necessarily lead to lower housing prices. In some countries, in certain periods of time, there is more new construction than there is household growth. So let's say there's 100,000 new households, there's 150,000 new houses. So this we think like, this is not very common, but actually before the financial crisis, this was very common in places like Spain, Ireland, but also some places in the US, California, Florida. They were building much more than the demand was for. But then if we look at those places, those were exactly the places where the housing prices went up the most. But in Europe, Ireland and Spain were the most extreme in house price increases, together with Iceland. Within the US, it was exactly those states that built a lot, Florida, California, Nevada, where the housing prices went up a lot. So then people say, like, but that doesn't make sense. If you build more houses and more than the demand, the houses prices should go down. But then this is because the prices are not necessarily set by demand and supply of housing. They are set by the demand for housing and also the supply of finance. So this is the story that I told earlier. If there's more money available, people will take it out and will bid up the existing house prices. À Bruxelles, on est dans une situation où on produit plus de logements que l'augmentation de la population. On a au moins 2 fois plus de production de logements que de demande de logements en quantitatif.
La question, c'est quel type de logements sont produits. Bruxelles a une population pauvre. Un tiers de la population vit des minima sociaux. Près de la moitié de la population pourrait avoir accès au logement social s'il y en avait, et remplit les critères d'accès au logement social. Donc on est sur une population qui est plutôt pauvre et qui a des revenus bas. Par contre, la production de logements, elle est principalement confiée à des promoteurs privés. Qu'est-ce qu'ils font les promoteurs privés, et notamment les très gros promoteurs dont on voit les noms un petit peu partout? On parle d'Athénor, les auteurs de la magnifique Tour Upside sur le Canal. Je suis cynique. On parle de Immobel, hein, les auteurs de gros projets très contestés comme Key West Arrive à Bistebroek ou comme d'autres projets à De Broecker. Les promoteurs BPI du groupe CFE, enfin tous ces gros promoteurs-là, en fait, quand ils vont construire du logement, ils ne vont pas le faire avec un objectif de répondre aux besoins de la population. Quand ces gens-là produisent du logement, c'est quantitativement, ils vont servir les autorités publiques en disant « mais si, vous allez voir, on va produire plus de logements, la loi de l'offre et de la demande va faire que les prix vont baisser, ça va être super, vous allez être contents ». Les autorités publiques disent « ok, on donne le permis de construire ». Mais on voit très bien que ce n'est pas du tout ce qui arrive, parce que la logique économique du promoteur immobilier, et notamment des gros promoteurs que j'ai cités, c'est une logique de maximisation du profit pour leurs investisseurs, actionnaires et prêteurs. Vu les endroits où ils achètent, le terrain, le foncier, il est cher. Vu les constructions qu'ils font, s'ils veulent vendre rapidement en faisant un bénéfice qui satisfait leurs actionnaires et qui leur permet de payer des dividendes importants, qui fassent que l'année prochaine, quand ils vont redemander de l'argent, beaucoup d'investisseurs vont venir parce qu'ils savent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent en investissant dans cette entreprise. Bref, pour arriver à tout ça, ils vont produire du logement pour des gens qui ont les moyens. Ils ne vont pas produire pour des personnes qui sont avec des revenus bas. Donc en gros, une grosse partie de la production de logements neufs aujourd'hui à Bruxelles, elle ne répond pas du tout aux besoins de la population. Et donc on est dans cette situation où le logement qui est produit, en fait, il est produit pour des gens qui investissent, pas pour des gens qui habitent. Et donc, in fine, tout ça, ça a des effets en chaîne sur... en fait, il pose un certain niveau de prix dans un endroit et ça va valoriser en fait tout ce qui se passe autour. Si ici, on peut louer à un tel prix, eh bien, autour, les prix vont commencer à augmenter puisque la valorisation du terrain va augmenter. Donc, ça a un impact sur la population. Si les prix augmentent, quand les transactions se poursuivent après, donc des ventes d'appartements, des ventes de terrains, eh bien on va avoir la valorisation du quartier, par exemple, qui va augmenter. Après, les pratiques, alors ça c'est très difficile à quantifier, mais le fait que la grosse promotion immobilière produise principalement pour des investisseurs peut faire que certains investisseurs vont acheter un appartement ou vont acheter plusieurs appartements sans nécessairement avoir de nécessité de le louer tout de suite. Ça peut être juste pour mettre son capital à l'abri. Donc ça peut créer de la vacance immobilière. Et puis par ailleurs, sur d'autres effets à plus long terme, c'est les effets de l'augmentation des prix, sachant que la situation de la population de Bruxelles ne s'améliore pas, eh bien, ça fait que de plus en plus, des gens sont poussés de plus en plus loin du centre. By these investors coming in and hiking up the rents, we see that it becomes less and less affordable to people who often don't have an alternative to take a mortgage, even if it would be a bigger mortgage. So there's no alternative for them. The mortgage market may not be accessible. Even if they can get a bigger mortgage, they might still not be able to afford a house. So some of them move out further away from the city. This is one way. You could say this is not being evicted as such, but you can say you're being expelled from the city. You have to move to a place further from the city than you would like to live just to be able to afford housing. This is what we see in cities all around the world. People are commuting more. If you also think of the environmental cost of this is quite big. This is not just about housing, this is actually about the environment also. If we're not building affordable housing in a city like Brussels, it means that poor people move out and they need to commute back into the city. Then there's people who want to stay into the city, but they can't afford the rents anymore. And then what we see that eviction rates go up because landlords will try to bring up the rent. And the typical thing is, of course, someone lives there, they try to bring up the rent, and then very often
The idea is not that that person will pay a higher rent. The idea is that the person will voluntarily move out, so then they can be replaced by someone else who can pay more. So a common way also that the rents go up is very often also without evictions. Someone moves out, maybe because they move to another place, maybe a better place, or maybe they choose a cheaper place somewhere outside the city. And then they rent out the unit to someone with a higher income. So then you get, in a way, not the eviction of a particular household, you get an effect in that neighborhood where little by little the residents of those houses, low-income residents, are being displaced over time. That means their children won't be able to live there anymore because middle-income people come there. So then we have a process of gentrification that we all know very well, but in this case, it's financialization is driving the gentrification, you could see. If these global landlords like the REITs, but you also have private equity funds, so Blackstone is one that we often hear about, they're not very active in Belgium. There's no reason to assume that they would not be in the future. There's other actors like that, but they really buy up the housing, and they have a quite aggressive strategy of bringing up the rents, often illegally. In many places there's rules and regulations where you can only higher the rents a little. They just ignore those rules. What they often also do is they don't do any maintenance. And it's, in a way, sometimes that's a strategy on purpose not to do the maintenance. It's not just to save money, but it's to push people out. And in New York, this was worse than in Germany because the protection of the tenants in Germany is still better than in the US. Fortunately, the protection of tenants is better in Belgium than in the US. Unfortunately, it's not as good as in Germany. So we could have a situation in between here. But in New York, there were cases where people didn't have functioning heating, they didn't have hot water, and New York winters are colder than Belgian winters. So that was a big problem. So you push people out. You basically, you don't need to evict them, you just bully them. You bully them until they don't have a decent life anymore and they move somewhere else. In Berlin and some other German cities, there are some examples of this, but it wasn't as widespread. But still what they try to do is push people out. And in some neighborhoods, they say like, oh, we just raised the rent a little bit, because if you're in the periphery of some cities where there's housing estates with a lot of the same looking housing, the market price is not that much higher. But what we saw in Berlin is that in neighborhoods where there's the potential for gentrification, neighborhoods like Prenzlauer Berg, where there was quite some of this housing that they bought up, they just try to raise the rents. So then, yeah, you really get a process where through evictions, through bullying, but also just the turnover of the housing over time, little by little, whole districts change. And then, yeah, you've completely changed the whole population of that neighborhood. And yes, that is gentrification, but I think gentrification through financialization gets an extra impulse. It's like gentrification on steroids or something like that. L'arrivée des promoteurs, l'arrivée d'un projet de promotion immobilière, il est aussi accompagné par des investissements publics. On le voit beaucoup autour du canal à Bruxelles, et ça a été très bien développé par Interenvironnement Bruxelles sur tout un tas de projets. Il y a des investissements publics qui sont là pour améliorer, soi-disant, l'expérience de vie dans le quartier, mais in fine, ça va conduire à un changement de la population. Les investissements publics peuvent améliorer la vie des gens qui sont là, mais qui peut-être à terme ne vont pas pouvoir rester parce qu'ils n'en auront pas les moyens. Mais ce qui est sûr, c'est que ces investissements publics aussi donnent encore plus de valeur au foncier et bénéficient donc aux promoteurs et aux futurs propriétaires de ces biens. Et donc ça contribue aussi à valoriser le logement qui a été produit, le logement qui est vendu ou le logement qui est loué. Donc voilà, on a des effets de prix immédiats. What people often think, like, oh, why isn't the state anything doing? The government should be doing something about this. But in some ways, the government is doing something about it. And in many ways, the government is furthering these processes. What people often don't realize, they think like, oh, you have the state and the market and they're separate. And yes, the state does some regulation of the market. But a lot of markets can only exist because the state has intervened in the first place. So if we think of mortgage securitization, this is only possible when at the national or federal level, a government has said, we want to have this type of financing available in our country. So Belgium has introduced regulation to make mortgage securitization possible. The same is true for these real estate investment trusts. You need regulation to be introduced at the federal or the national level, and Belgium has done exactly the same thing as have done many other countries.
So this is something that happens at the national or federal level. Also at the level of the EU, something happens. Et puis, à un autre endroit aussi, les pouvoirs publics donnent les permis. Et ça, c'est très important par rapport au rôle des promoteurs immobiliers sur le territoire bruxellois notamment, c'est que ces promoteurs ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas les permis. Ils en ont besoin. Le permis de construire, c'est la région qui l'octroie. Et donc, la responsabilité des pouvoirs publics, elle est vraiment, elle est au cœur, elle est au début, elle est là. Les pouvoirs publics vendent aussi des terrains publics. De nouveau, il y a le RBDH qui avait fait une petite bande dessinée qui s'appelle Panique au logement social, où on voit ce phénomène qui est bien expliqué de ces terrains publics qui sont vendus au privé plutôt que d'être utilisés pour faire des projets comme du logement social d'utilité publique, quoi. Donc il y a vraiment des pouvoirs publics qui ont certaines priorités, et parmi leurs priorités, c'est favoriser la production de tout un tas de types de logements, bureaux, commerces, etc. Par les promoteurs immobiliers en octroyant des permis, et puis des mécanismes d'incitation fiscale et de soutien indéfectible finalement à la propriété privée. Le rôle des pouvoirs publics au niveau régional aussi à Bruxelles, c'est que c'est eux qui ont la responsabilité de déterminer quelles zones de la ville, quelles zones de la région peuvent être affectées à quels usages. Et par exemple, on l'a beaucoup vu sur le long du canal, il y a eu vraiment une pression pour changer les usages du sol autour du canal. Et si on voit aujourd'hui sortir de terre des immeubles de logements, de bureaux et de commerces sur ce qui était auparavant des terrains industriels et des usages industriels, c'est parce qu'il y a eu un changement de l'affectation du sol. Et cette affectation, elle va vers des usages qui sont plus rentables pour les promoteurs. Donc finalement, les pouvoirs publics, ils sont partout dans la chaîne, et comme le disait Emmanuel, en fait, les investisseurs, propriétaires, nouveaux accédants à la propriété, gros capitalistes, enfin promoteurs, tous ne pourraient pas fonctionner et banques, aucun ne pourrait fonctionner avec ce système et faire de l'argent avec ce système ou accéder juste simplement à la propriété sans tout un tas de règles d'incitation et d'autorisation données par les pouvoirs publics. I think the governments, especially the local and regional governments, can do many things. I already mentioned the idea that you can regulate actually at the local level, the planning regulations. You can say if we build new housing, so much of it needs to be affordable. It's a political decision how much needs to be affordable, but for me that's a no-brainer. Why? Because it doesn't cost any money. Because governments will say like, well, a lot of affordable housing is very expensive, so it's going to be difficult to do that. But if you just regulate things well, you don't need to spend money as a government. And we see in other places where such regulations are in place, that very often there's still new construction taking place. Because you can still make money if you do partly affordable housing and partly non-affordable housing. So you can regulate it in a way, it doesn't cost money. The other thing for me that's a no-brainer is regulating the private rental market in such a way that each year you can only increase the rent by a little bit. And there are some of these regulations in place, but I think they're not fully sufficient. Not the whole market is being covered there. You can put that in for the whole market, and you can say like, well, that should be the rules there. On top of that, something to consider is say, okay, we look at the quality of the house, the location of the house, and also based on that, we could have some maximum, and maybe even existing units, you can bring down the price. One other thing that I think that for many politicians would be theoretical is to legalize squatting. I don't think squatting is a great solution. I don't think squatting is a solution for most people. Why I'm in favor of legalizing squatting is because this is the stick. Of the carrot and the stick, this is the stick, where you say, if you keep a property empty, then you run the risk of someone taking over your property. I think the best thing about legalizing squatting is not that you will have buildings squatted, it is that buildings won't be empty anymore, because landlords will say, I don't want my building to be squatted. I will either fix it up and rent it out, or I will no longer wait for the golden tenant who will pay the most ever. I will rent it out with someone with a slightly lower income.
I don't think it's going to create a lot of affordable housing, but I think it will be a way to rent out vacant units. We have quite some vacant units, and they should be rented out. They should be put to good use. And I don't think in the end there will be a massive squatting movement all of a sudden, because landlords will realize there's a threat of their building being squatted. So this is the best way of using the legalization of squatting, is not necessarily by it being squat, although that could be a good solution, a temporary one for very specific users. Then there's another thing which I think is another no-brainer in a way, but does cost money, which is investing in social housing. I think it's one of the biggest mistakes in a way in Brussels, that there's so much empty social housing. There should be money available to fix up the empty social housing, and maybe even there the squatting law will work as well, that the government, through the social housing agencies, will actually have to fix up that housing and rent it out. I think the other thing is you need to build new social housing. There is not enough social housing in Brussels. So this is something which is going to cost money, but if you do this on top of the other things, then actually, yes, the other things don't cost a lot of money. You can do them without any investments from the government. This will require government investment, and it is necessary. It is also necessary that the government continues and expands to support other initiatives. You have the Community Land Trust in Brussels that gets a lot of attention, but houses only a relatively small number of people. And I think there is an opportunity to roll out these kind of models, not just Community Land Trusts. In Germany, you have tenant collectives that are very popular. In Scandinavia, but also in Switzerland, you have all kinds of other cooperatives that are popular. Spain, places like Barcelona, but also Basque Country, have been experimenting with all kinds of other alternatives. In cities like New York, you think the capital of capitalism, you have limited equity cooperatives where people are the owner of their unit, but they can only sell it with some limits. It's similar to Community Land Trust, slightly different organization. There's mutual housing associations. There's dozens of alternative models that I think the government could be stimulating, mostly by giving them tax breaks, but also making the land available, rather than by leading the whole process. Otherwise it becomes a government initiative. It should be a government-supported initiative. One easy way I think that governments can intervene is by saying in each project, at least 40% of the housing, or 50 or 60, should be affordable housing. You can even put that in the zoning regulations of local municipalities. They can say, we need affordable housing. And there are municipalities also in Brussels who build their own affordable housing. We're now in Saint-Gilles. Saint-Gilles has quite a long history of building their own affordable housing. But if other layers of government, or maybe even other institutions within Saint-Gilles itself, are doing different things, it's not going to be that useful. In the bigger picture, if a little bit of affordable housing is being built, but on the larger picture, developers can just build whatever they want, they will build more expensive housing, then yeah, overall the housing prices will go up and the housing is not being built for where the need is, which is low-income people. And I always think it's best to have all these solutions next to each other. Better regulation, more investment directly from the government, and more support through subsidies and land of the government through these NGOs. À Bruxelles, le mouvement pour le droit au logement, il est quand même assez vif depuis quelques années. En tout cas, il y a un regain de mobilisation sur ce sujet-là. Parmi les nombreuses revendications ou affirmations des acteurs de ce mouvement, il y a la nécessité de baisser les loyers. Ça va d'ailleurs être au cœur du Housing Action Day, qui est la journée européenne de mobilisation pour le droit au logement, le 27 mars à Bruxelles. C'est obtenir une baisse des loyers à tout prix, parce qu'en fait, on ne peut plus, en tant qu'habitant, habitante de cette ville, vivre dans des conditions décentes, avec des loyers décents. Donc ça, c'est une première chose. La baisse des loyers, elle a cet avantage aussi de rendre la ville beaucoup moins désirable pour les investisseurs, parce qu'ils pourront faire moins d'argent, et de la rendre plus habitable. Une deuxième chose, c'est la lutte contre les expulsions. Aujourd'hui, dans la ville de Bruxelles, on a des expulsions régulières. Au total, il y a à peu près 5000 ménages chaque année qui sont menacés d'expulsion. Alors, beaucoup vont déménager d'eux-mêmes, partir aux frontières de la ville, enfin, ou dans un logement plus pourri qu'avant. Mais il y a des expulsions en permanence. Il y a un collectif qui s'appelle le Front Anti-Expulsion, qui reçoit pas mal d'informations, de demandes qui est sollicité pour des expulsions. Et on voit des choses abominables se produire, où il y a même des CPAS et des communes qui expulsent
des familles de logement sans avoir aucune solution de relogement. Et ça, en fait, ça va même à l'encontre des droits fondamentaux de la population. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa situation, quoi. Donc on a ça qui se passe dans la ville, et lutter contre les expulsions, c'est vraiment quelque chose que, en tant qu'habitante de cette ville, on peut faire. Et qui, là aussi, est de nature à freiner l'attrait de la ville pour les investisseurs. Il y a également la lutte contre les grands projets immobiliers. Et là aussi, elle s'organise, cette lutte contre les grands projets immobiliers. Il y a plusieurs collectifs contre les projets actuellement développés par les promoteurs. J'en citerai deux. Il y a Key West, qui s'appelle maintenant Arrive, dont un des espaces est occupé en ce moment. Il y a également le projet à la gare du Midi, le pharaonique projet à la gare du Midi, qui est porté par des habitants du quartier, qui s'appelle Midi-1. Donc il y a des mobilisations comme ça contre les gros projets immobiliers. Et de nouveau, comme ça s'est produit dans l'histoire de Bruxelles à plusieurs reprises, et bien ces mobilisations d'habitants d'habitantes peuvent freiner, voire empêcher les avancées de tout ce qu'on a décrit là, et rendre moins désirable la ville pour les investisseurs. Il y a une organisation que je n'ai pas citée dans tout ça, c'est le collectif Action Logement Bruxelles, qui spécifiquement travaille sur la mobilisation pour une baisse des loyers. Mais on pourrait en citer tout un tas d'autres qui font partie de tout ce réseau de mobilisation pour le droit au logement. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le logement, ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder de manière individuelle. Parce que de manière individuelle, on est pris dans une relation avec un propriétaire, ou on est pris dans une relation avec un banquier, qui est plus fort que nous de toute façon. Et donc, c'est de manière collective qu'on peut régler cette question à Bruxelles ou comme ailleurs. Il y a les mouvements en Allemagne, à Berlin en particulier, sont particulièrement exemplaires là-dessus. Ces mouvements-là ont réussi à obtenir un gel des loyers, même s'il est rediscuté maintenant, enfin qu'il a été refusé par le Conseil constitutionnel, mais le mouvement a été assez fort pour arriver jusque-là. Il ne s'est pas arrêté. Ils ont obtenu maintenant l'expropriation des très gros propriétaires, c'est-à-dire de ces fonds d'investissement qui achètent des milliers et des milliers d'unités et qui font augmenter les prix. Donc il y a vraiment une possibilité d'organisation collective pour obtenir ces limitations importantes et nécessaires autour du marché du logement. Et alors après, bien entendu, ou en même temps, obtenir qu'on aille vers une plus grande socialisation du logement, qu'on ait de la production de logement social. Et je crois qu'il faut commencer vraiment à parler d'expropriation aussi, de propriétaires qui n'entretiennent pas leur logement, qui gardent des gens dans des logements dégueulasses et dangereux pour leur santé, des gens qui laissent des logements vides, etc., etc. Et là, on en a une ressource de dingue de logements à transformer en logements sociaux, quoi. L'idée, ce serait de réussir à faire du logement, de nos conditions de logement, de nos expériences du logement à Bruxelles, un sujet dont on parle partout, en fait. Dont on parle dans les cafés, dont on parle dans nos réunions d'amis, dans nos réunions de famille. C'est difficile pour beaucoup de gens de parler du logement parce que ça touche à l'intime, parce que ça touche à des conditions d'existence dont certaines ont honte, en fait, qui ne veulent pas ouvrir la porte de leur maison, qui ne veulent pas parler de leurs difficultés avec leurs propriétaires, etc. Un des objectifs qu'on peut se fixer, en tout cas, c'est que ça devienne un vrai sujet, quoi. Qu'on arrête de le garder pour soi et se rendre compte, du coup, que c'est une situation qui est très largement partagée et une colère qui est très largement partagée à Bruxelles. Et ainsi, on peut en faire un objet politique et mettre la pression sur nos élus et aller faire des interpellations communales, etc., etc. Enfin, en gros, faire monter la mayonnaise sur le logement, quoi.